À Paris, dans un petit café près de la Seine, Léa, une serveuse belge, répondit à un appel en néerlandais devant un homme riche. Le lendemain, elle monta dans un jet privé. « Attendez, envoyez-moi un email. Je ne comprends pas ce que vous dites, » dit l'homme, la voix ferme mais tendue. Il éloigna le téléphone de son oreille, ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de deviner les mots. « Je ne pense pas qu'ils vont envoyer un email », murmura une voix à côté. Il tourna la tête et vit Léa, avec son tablier noir un peu usé, ses cheveux bruns attachés, un carnet dans une main et un regard prudent. « Je parle néerlandais », ajouta-t-elle, doucement, mais avec assurance. « Je peux aider si vous voulez. » Il hésita une seconde, puis lui tendit le téléphone, l'air inquiet. Léa prit l'appareil, écouta poliment et répondit en néerlandais, sa voix claire et précise. Elle posa des questions, nota quelque chose sur une serviette en papier avec le stylo glissé derrière son oreille. En 2 minutes, l'appel était fini. Elle rendit le téléphone, plia la serviette et la fit glisser vers lui. « Si vous confirmez la clause 4 par email avant 17h, heure d'Amsterdam, » dit-elle calmement. « Ils continueront les discussions. Sinon, ils penseront que vous refusez leur offre. » L'homme la fixa. Sa mâchoire se relâcha. « Vous venez de m'aider à sauver l'affaire la plus importante de l'année, » dit-il étonné. « Heureuse d'avoir aidé, » répondit Léa avec un petit sourire. Elle tourna les talons pour partir. « Attendez !» s'exclama-t-il. Elle s'arrêta. Il sortit une carte de visite argentée de sa veste et la lui tendit. « Julien Morel, PDG de Morel International, » lut-elle. « Je m'appelle Léa, » dit-elle simplement. « Je travaille juste ici. » Il la regarda, sérieux. « Si vous voulez un travail à la hauteur de vos talents, appelez ce numéro. » Puis il partit. Léa resta près du comptoir, la carte dans la main, la serviette encore sur la table. Dehors, la pluie s'était arrêtée, mais l'air vibrait, comme avant un grand changement. Elle glissa la carte dans sa poche, retourna nettoyer les tables. Mais au fond d'elle, quelque chose avait bougé. Elle ne savait pas encore qu'un appel de 5 minutes allait changer sa vie. Léa rentra doucement chez elle. Son appartement, au 2e étage, était petit, avec de la peinture écaillée aux fenêtres, et une odeur de désinfectant. Sa sœur, Clara, était dans le salon, comme toujours, entourée de coussins, un livre ouvert mais oublié sur ses genoux. « Salut, Léa » murmura Clara, faiblement. « C'est le matin ou le soir ?»« C'est tard » répondit Léa, posant son sac et vérifiant la perfusion de sa sœur. « Je t'ai apporté ta soupe préférée, celle avec les petites pattes. » Clara sourit, un peu absente. Léa gardait un ton calme, même si son cœur était lourd. 3 emplois, 6 médicaments, et le loyer à payer dans 4 jours. Tout tenait à un fil qu'elle resserrait chaque jour. Avant de dormir, elle ouvrit son vieux carnet, rempli de phrases en néerlandais, de notes d'université abandonnées trop tôt. Elle lut une phrase d'un poète belge, la murmura dans le noir. Même la nuit la plus sombre finit par s'éclairer. Puis elle s'endormit dans le fauteuil près du lit de Clara. Le matin, son téléphone montrait 2 appels manqués et un message. « Bonjour, mademoiselle Léa. Ici, Amanda, assistante de monsieur Julien Morel. Vous êtes invitée à une réunion à 15h, 12 avenue des Champs-Élysées. » Léa relut le message, surprise. Elle s'attendait à un simple merci, pas à une invitation aussi sérieuse. Elle passa 6 heures à douter de sa tenue. Rien dans son armoire ne semblait convenir. Elle choisit une blouse sombre, un jean noir et ses seules chaussures sans marque. L'adresse menait à une rue bordée d'arbres et de grillets électriques. Un gardien vérifia son nom et la laissa passer. Elle arriva devant un grand hangar. À l'intérieur, un jet blanc brillait, prêt à décoller. Léa s'arrêta, figée. Une femme en uniforme s'approcha, souriante. « Mademoiselle Léa ?»« Par ici. Je pensais venir pour une réunion. » balbutia Léa, confuse. « C'est à bord. » Ses jambes bougèrent avant son esprit. Elle monta les marches, le cœur battant, certaine d'une erreur. L'intérieur était luxueux, tout en cuir. Julien se tenait au fond, en train de retrousser ses manches, une tasse fumante à la main. « J'ai deviné que vous n'aimiez pas le café, » dit-il, lui tendant la tasse. « C'est du chocolat chaud, du vrai, suisse. » Elle la prit, machinalement. « Je croyais qu'on parlait dans un café, » dit-elle. Il sourit légèrement. « On va à Bruxelles.
La délégation belge a avancé la réunion de 48 heures. J'ai besoin de vous. Léa cligna des yeux. Je ne fais pas ça. Je sers des cafés, je travaille de nuit à l'hôpital. Ma sœur. Il leva une main, pas pour la couper, mais pour la calmer. Vous êtes la seule personne en 6 mois qui a fait sourire un dirigeant belge. Vous parlez leur langue, vous avez du charisme. J'ai besoin de vous, pas d'un interprète professionnel. Elle baissa les yeux sur la tasse, puis le regarda. Vous me connaissez à peine. Je sais assez. Vous avez écouté, vous avez agi, vous êtes là. La porte de l'avion se ferma, les moteurs grondèrent. Et si je dis non? Il pencha la tête. Vous ne le ferez pas. Quelque chose me dit que vous ne tournez pas le dos quand c'est important. Léa soupira, s'assit, le cœur encore en retard. Que dois-je porter pour une négociation? Il sourit, pour la première fois. Ce que vous avez sur vous. Vous êtes venu. C'est assez. Le jet décolla, et Léa regarda par le hublot. Elle ne savait pas où cela l'amènerait, mais une petite étincelle d'espoir s'était allumée en elle. Dans l'avion, Léa était assise, raide, sur un siège en cuir beige, tenant sa tasse de chocolat froid. Sa blouse, repassée le matin, était froissée par le stress. Elle croisa les chevilles pour ne pas abîmer le sol brillant. Son sac était à côté, un coin de son carnet dépassait. Julien, en face, tapait sur sa tablette, mais la regardait parfois, en silence. Quand l'avion trembla légèrement, Léa sursauta et fit semblant de regarder dehors. Julien le remarqua. Sans un mot, il se leva, ouvrit un compartiment, et revint avec un manteau en laine doux. Au cas où, dit-il simplement. Elle hésita, puis le prit. Il sentait le cèdre et quelque chose de cher. Il lui tendit aussi une serviette pliée. « J'ai vu que vous essuyiez vos mains sur votre jean au décollage, » dit-il, presque amusé. « Vieille habitude, » marmonna Léa, gênée. « Vous vous en sortez bien. » Il s'assit, plus détendu. « Vous êtes déjà monté dans un avion ? » Une fois, à 12 ans. C'était en classe économique, ça secouait. Celui-ci est mieux. Il sourit. « Mais je comprends le stress. » Léa le regarda, curieuse. « Vous n'avez pas l'air de stresser, vous. » Il croisa les bras. Les gens en costume dans des jets privés, on dirait qu'ils n'ont peur de rien, mais tout le monde a ses failles. Elle sourit, surprise par sa sincérité. Ma mère était traductrice, ajouta-t-il. Elle venait d'Anvers. Elle m'a appris à compter en néerlandais avant que je sache écrire mon nom en français. Elle doit être fière, dit Léa doucement. Elle est morte quand j'avais 17 ans. Je suis désolé. Il hocha la tête. Moi aussi. Ils restèrent silencieux, le bruit des moteurs comblant le vide. Léa ouvrit son carnet, rempli de phrases en néerlandais, de règles de grammaire. Julien le remarqua. Ce n'est pas juste un hobby. Vous étudiez depuis des années. J'ai commencé à l'université, admit-elle. Je rêvais de travailler pour une ambassade ou l'ONU. Mais la vie a changé mes plans. Elle caressa le bord du carnet. Ma sœur a eu un accident. Elle a besoin de soins constants. J'ai pris tous les jobs possibles. Mais j'ai continué à étudier, pour ne pas oublier qui je voulais être. Julien l'écouta sans l'interrompre. J'ai appris des choses que j'avais peur d'utiliser. Ça me donnait l'impression de ne pas disparaître. Il resta silencieux un moment. J'ai rencontré des tas de gens qui parlent comme s'ils méritaient tout, dit-il enfin. Mais vous parlez comme quelqu'un qui a survécu. Vous n'êtes pas invisible, Léa. Elle sentit une chaleur dans sa poitrine. Ni compliment, ni pitié, mais quelque chose de plus fort. Il regarda par le hublot. On atterrit dans 1 heure. Je vous expliquerai la réunion. Elle hocha la tête, le cœur plus léger, et dehors, les nuages s'écartèrent doucement. À Bruxelles, la salle de réunion donnait sur un canal calme. L'ambiance était tendue, avec des salutations polies, des tasses en porcelaine et des mots choisis avec soin. Léa était assise à côté de Julien, un micro devant elle, un verre d'eau intact. En face, 5 dirigeants belges, sérieux, observaient tout. Le plus âgé, M. Vandenberg, parlait lentement, chaque mot pesé. Léa écoutait, pas seulement les mots, mais le ton, les nuances. Elle traduisait en français, sa voix claire, captant l'incertitude dans une phrase, la fierté dans une autre. Julien répondait avec assurance, et elle traduisait en néerlandais, avec le respect attendu. Quand un jeune délégué fit une blague discrète,
Elle trouva un moyen de la rendre en français, faisant sourire Julien et rire légèrement les autres. Les yeux de M. Vandenberg s'adoucirent. Après 2 heures, ils firent une pause. Léa relut ses notes, le cœur battant, mais calme en apparence. À la fin de la 3e heure, un accord provisoire fut signé, en attente de validation. M. Vandenberg serra la main de Julien. « Vous avez notre respect, Monsieur Morel, » dit-il en néerlandais. Puis il désigna Léa. « Mais cette femme a conquis nos cœurs. » Léa traduisit, les joues roses. « C'est rare de se sentir compris en affaires. Elle nous a fait sentir entendus. » Dehors, le soleil déclinait, les rues brillaient après la pluie. Léa suivait Julien, son carnet contre elle, incertaine de la suite. Il s'arrêta près d'un parc. « Marchons un peu, » dit-il doucement. Ils avancèrent sous des lampadaires allumés. « Vous avez été parfaite, » dit-il enfin. Elle rit, gênée. « J'avais peur. Ça ne se voyait pas. »« Tant mieux, » dit-elle. Ils marchèrent en silence. Il la regarda. « Vous m'avez fait réfléchir aujourd'hui, sur ce que signifie être assez bon. J'ai côtoyé des experts hors de prix, mais aucun n'a fait sourire Vandenberg. » Elle le regarda, incertaine. « Vous m'avez rappelé que le meilleur n'est pas toujours celui qu'on attend. C'est parfois celui qui a appris seul, juste parce que c'était important pour lui. » Léa sentit sa gorge se serrer. « Vous avez ouvert une porte aujourd'hui, » dit-il doucement. Elle baissa les yeux. « Je ne savais même pas que j'avais la clé. » Il sourit, et l'air autour d'eux devint plus léger. Quelque chose en Léa changea. Elle n'était plus juste une serveuse, mais une femme dont la voix comptait. 2 jours après leur retour à Paris, Léa reçut un email de Morel International. Une offre d'emploi comme consultante en communication. Ses mains tremblaient en lisant. C'était réel. Un salaire stable, des avantages pour soigner Clara, une reconnaissance. Elle dit oui. Le lundi, elle était au 38e étage d'une tour vitrée, à un bureau avec vue sur Paris. Son nom était sur la porte. Léa Dubois, consultante en communication. Les premières semaines furent excitantes. Elle aidait à préparer des présentations, écrivait des discours. Tout le monde était poli, sauf Sophie, une collègue au sourire froid. « Bienvenue dans la cour des grands », avait dit Sophie, distante. « Dis-moi si tu as du mal à suivre. » Léa sourit et se mit au travail. Mais des choses étranges arrivèrent. Un fichier traduit disparut. Un nom de client fut mal écrit. Des documents changés après ses heures de travail. Puis vint un gros problème. Un contrat pour un client belge contenait 3 erreurs graves. Le client, furieux, menaça de rompre. Léa vérifia son fichier original. Tout était correct. Le fichier envoyé avait été modifié, subtilement, exprès. Elle alla voir Sophie. « As-tu touché ce fichier ?» Sophie cligna des yeux, innocente. « Je gère tous les envois. » « Pourquoi ?» 1 heure plus tard, Léa fut convoquée aux ressources humaines. On ne l'accusa pas directement, mais elle était la dernière à avoir touché le fichier, selon les registres. Elle fut suspendue temporairement. Elle rangea ses affaires, le cœur lourd, et son badge ne fonctionnait plus dans l'ascenseur. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Clara lui demanda ce qui n'allait pas, mais Léa sourit. « Juste une erreur au travail. Je vais arranger ça. » Le lendemain, un message de l'assistante de Julien. « Monsieur Morel vous demande à son bureau à 9 heures. Était-ce un adieu ?» Elle y alla. Dans son bureau, une tasse de chocolat chaud fumait sur le bureau, avec une note manuscrite. « Si vous avez été assez courageuse pour affronter une tempête, vous l'êtes pour vous tenir fière aujourd'hui. » Léa leva les yeux. Julien, près de la fenêtre, la regardait, silencieux. « Ce n'était pas moi, » dit-elle doucement. « Je sais. » Il se tourna. « J'ai vérifié. Le fichier a été modifié sous votre compte, après les heures, depuis une autre adresse. »« Sophie, » murmura Léa. Il hocha la tête. « Elle est sous enquête. Mais j'ai dû agir vite. La suspension était une formalité. Je n'ai jamais cru que c'était vous. Pourquoi ne pas me l'avoir dit ? Je voulais voir si vous reviendriez, la tête haute. Vous l'avez fait. » Il s'approche, pose la tasse sur le bureau. « Ce monde n'est pas toujours juste. Mais moi, je le serai avec vous. » Léa sentit ses yeux brûler. « Je vous fais confiance, Léa. Ça ne changera pas. » Ce soir-là, il pleuvait. Léa était chez elle,
Clara dormait. Elle aurait dû être soulagée. La vérité éclatait. Sophie était démasquée. Mais elle se sentait vide. On frappa à la porte. C'était Julien, en manteau sombre, les cheveux humides. Il posa un dossier sur la table. Je pensais que vous voudriez voir ça. Dedans, des preuves, journaux de connexion, notes de Julien montrant que Sophie avait modifié le fichier 37 minutes après Léa. Elle a laissé des traces, dit-il. Et je les ai suivies. Léa s'assit, les mains crispées. Pourquoi a-t-elle fait ça? La peur, répondit-il. De perdre sa place, de devenir invisible. Ça rend certaines personnes cruelles. Elle le regarda. Vous m'avez cru dès le début. Je n'ai pas cru. J'ai vérifié. Je ne fais pas confiance aux mots, mais aux faits. Et les faits ne collaient pas avec vous. Il glissa un papier plié vers elle. Elle l'ouvrit. Je ne crois pas aux accidents. Je crois aux traces. Elle sourit, une larme au bord des yeux. Pourquoi êtes-vous venu ce soir? Vous auriez pu envoyer ça par email? La vérité mérite mieux qu'un email. Elle mérite qu'on la livre en personne. Il se leva, alla à la fenêtre, puis se retourna. Vous êtes entré dans mon monde sans rien demander. Mais à chaque fois que vous parliez, quelque chose changeait. Les gens écoutaient. Léa murmura. Je ne sais pas si j'appartiens à votre monde. Peut-être que moi non plus, dit-il. Pas si ce monde laisse des gens comme Sophie gagner et des gens comme vous douter. Il posa sur la table une tablette de chocolat noir, sa marque préférée, et un petit flacon de crème à la lavande. Des petites choses, dit-il. Je fais attention. Léa comprit qu'il l'avait toujours observé, pas pour juger, mais pour comprendre. Elle se leva, le silence entre eux chargé d'émotion. Il s'approcha de la porte, mais s'arrêta. Je ne suis pas là pour jouer les héros, je suis là parce que quand quelqu'un a raison, il mérite qu'on soit à ses côtés. Aujourd'hui, c'est moi. La porte se ferma, mais Léa resta immobile, le cœur plein, regardant le dossier, le chocolat, la crème. Pour la première fois, elle se sentit vue. Quelques mois plus tard, Léa et Julien travaillèrent ensemble sur un projet à Genève, dans une villa au bord du lac Léman. Les murs de pierre, couverts de lierre, semblaient hors du temps. L'équipe planchait sur un partenariat avec l'ONU pour l'éducation numérique mondiale. Léa n'était plus seulement interprète, mais stratège. Julien, toujours PDG, semblait plus léger, moins blindé. Un soir, Léa entra dans la bibliothèque, attirée par la lumière du feu. Julien était là, dans un fauteuil, manches relevées, un livre oublié sur ses genoux, regardant le lac. Il la vit, mais ne parla pas tout de suite. « Ça te va bien ?» dit-il doucement. « Quoi ? Cette pièce, Genève ? Toi ?» Elle s'approcha du feu, sentit sa chaleur. « C'est calme. On dirait qu'ici, rien de mal ne peut arriver. » Il hocha la tête. « Peut-être que c'est toi qui apportes ce calme. » Le silence qui suivit était doux, comme une pause pour respirer. Plus tard, Léa trouva une boîte sur son bureau, sans mots. Dedans, un stylo bleu nuit, avec ses initiales gravées, et une inscription. À celle qui parle avec vérité, pas seulement des mots. Son cœur s'emballa. On frappa. C'était Julien, sans costume, juste un homme, hésitant. « Il te plaît ?» demanda-t-il, désignant le stylo. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle s'approcha et l'embrassa sur la joue, pas pour séduire, mais pour dire vrai. Il la regarda, émerveillé, et elle lui rendit son regard, sans peur. Quelque chose entre eux devint solide. Ils ne tombèrent pas amoureux ce soir-là, pas comme dans les films. Mais ils devinrent proches. À Genève, ils travaillaient comme un duo. Leurs idées s'alignaient avant leurs mots. Autour d'un dîner, ils parlèrent de leur passé. Julien raconta sa mère, une femme discrète d'Anvers qui lui lisait des poèmes en néerlandais. Elle était morte jeune, et une part de lui s'était tue avec elle. Léa parla de Clara, de son rire d'avant l'accident, de ses yeux qui s'illuminaient parfois. Elle expliqua que le langage était son fil pour rester connecté au monde. Ils ne se demandèrent jamais. Qui sommes-nous l'un pour l'autre? Ils n'en avaient pas besoin. Un matin, dans la cuisine de la villa, ils prenaient un espresso. Julien tendit la main pour un document, effleura la sienne. « Tu es la première personne que je veux à mes côtés, » dit-il. « Pas derrière, pas en suivant, à côté. » Léa ne parla pas, mais laissa ses doigts sur les siens un instant. C'était assez.
Un an plus tard, dans un château près de Bruges, entouré de roses blanches et de lierres, Léa et Julien se marièrent. Le soleil brillait sur un lac calme. Les invités, amis, collègues, voisins, étaient assis sur des chaises blanches, émus par leur histoire. Léa avança dans une robe simple, tenant le stylo bleu nuit de Genève, pas un bouquet. Julien, en costume gris, ne la quitta pas des yeux. Il parle en premier, la voix tremblante. « Quand je t'ai rencontré, tu as fait quelque chose d'unique. Tu as écouté avant que je parle. Tu ne t'es pas soucié de ce que j'avais ou d'où je venais. Tu as répondu à un appel en néerlandais, et tu as changé tout ce que je savais sur la confiance. » Léa sourit, puis parla, d'abord en néerlandais, puis en français. « Je promets d'être ta voix quand tu es silencieux, et ton silence quand tu veux juste ressentir. Je serai l'interprète de ton cœur pour toujours. » Clara, dans son fauteuil roulant décoré de fleurs, applaudit la première, son visage rayonnant. Les cloches sonnèrent, des pétales tombèrent, et Léa et Julien s'embrassèrent, mari et femme. Ce n'était pas juste un mariage, mais une promesse, née dans un café parisien où une serveuse belge avait répondu à un appel, et en le faisant, avait répondu à sa vie. Cette histoire, d'un café parisien à un château belge, montre qu'un petit geste, comme aider quelqu'un, peut tout changer. Si l'histoire de Léa et Julien t'a touché, partage-la avec d'autres pour rappeler que les petites actions et la confiance peuvent créer de grandes histoires d'amour et de courage.